Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Musicbox avec Gérard Quentin. Musicbox. Michel Ruffin, vous publiez Lauzun, l'histoire véritable du favori qui fascina et défia Louis XIV. C'est un roman aux éditions LBS. Lauzun, je connaissais pour être allé dans cette région et avoir vu le château dans le Lot-et-Garonne, mais je ne me souvenais pas de ce personnage qui est un véritable personnage de roman. Alexandre Dumas n'aurait pas renié et inventé un personnage pareil. Qui était cet Antonin Nontard de Caumont, dit Péguilin, et qui deviendra donc le duc de Lauzun? Au départ, c'est un petit marquis provincial, de rien du tout. Mais ce petit marquis provincial a dans sa tête un grand projet. A-t-il les moyens de sa politique? Ça, c'est un autre problème. Toujours est-il qu'il a quand même dans sa manche un parent qui est maréchal de France et qui vit à Paris. Et il décide d'aller le rejoindre et puis de frapper à sa porte. Il dit « coucou, c'est moi ». Mais il n'est pas rassuré parce qu'il sait qu'il y a des tas de cadets de Gascogne qui ont fait le même coup pour aller voir le parent et qu'il en a peut-être marre de recevoir tous ces nouveaux, tous ces cousins, etc. Et il arrive et il frappe à la porte du parent. Et contre toute attente, celui-ci le reçoit très bien. Mais il lui dit, mais mon garçon, tu sais pas grand-chose apparemment. Il va d'abord falloir qu'on mette des choses dans ta tête, que tu apprennes des choses. Mais qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Moi je veux faire une carrière militaire. Oui, bon, t'es bien placé là chez moi pour faire une carrière militaire. Mais il faudrait que tu apprennes un certain nombre de choses avant. Et ce qui fut dit fut fait, et le maréchal emmena Lauzun sur un champ de bataille. Et là, il découvrit que ce jeune cousin, était d'un courage absolument incroyable, d'une témérité invraisemblable. Et c'est ainsi que Lauzun va commencer sa carrière dans les armes. Mais son projet, il n'est pas là. Son projet, il a décidé qu'il deviendrait un proche de Louis XIV. Oui, mais là, il faut une stratégie pour ça. Il faut une stratégie. Alors, l'escalier pour y arriver à cette époque-là, ce sont les salons. On va dans un salon. On se met bien avec la personne la plus influente du salon qui elle-même fréquente un salon supérieur. Et ainsi de suite, de salon à salon, on se rapproche. Et on finit par connaître les gens les plus influents. Et c'est ce que fait notre jeune Nontard de Caumont, le marquis de Péguilin, finalement dans un salon fréquenté par Louis XIV. Et là, Louis XIV demande discrètement, mais qui c'est ce jeune homme qui a un sens de la répartie incroyable comme ça? C'est un petit marquis, etc. Il faudrait qu'on me le présente un jour parce qu'il a l'air intéressant. Et puis, au fur et à mesure des réunions auxquelles il participe, il finit par subjuguer le roi Louis XIV et qui va en faire son favori. Mais Louis XIV l'avait déjà vu à une autre occasion sur un champ de bataille où il était là avec Turenne. Le roi, avec sa longue vue, lui dit mais dites-moi, qui est ce jeune homme qui nargue l'ennemi là-bas sous les murailles? Turenne prend sa longue vue, il fait ça, c'est un mien cousin, c'est le jeune marquis de Puy-Guélem. Faudra que je le voie, ce garçon. Et c'est ainsi que Louis XIV finit par se rapprocher et admettre Lauzun dans sa proximité. Et Lauzun va ne cesser de monter en grâce, à devenir le personnage absolument incontournable sur lequel le roi Louis XIV ne peut pas vivre. On a l'impression que tout lui sourit. Lui, ce provincial qui découvre la capitale avec sa vie bruyante, trépidante, complètement au-delà de ce qu'il vivait en province. Il ne pouvait pas imaginer tout cela. Pour lui, c'était très irréel tout ça. Et il côtoie tout ça, il côtoie les gens les plus importants, évidemment, puisqu'il est à la cour de Louis XIV, mais également sur les théâtres militaires, puisqu'il est fait le commandant de la compagnie des Becs de Corbin. C'est une des compagnies de la garde du roi, disons. Et ça, c'est un grade auquel il tiendra toute sa vie, y compris quand il va être envoyé en forteresse, où il sera très déçu qu'on ait vendu sa charge pendant son emprisonnement. Et donc voilà, sa carrière est fulgurante. Bon, à côté de ça, évidemment, il y a des ombres au tableau. C'est un incorrigible. Quand on y pense, notre camarade Lauzun, c'est à la fois, Cyrano de Bergerac. Alors,
sa façon de s'exprimer, sa façon d'envoyer des traits cinglants à tout le monde. Il est incroyable, il a peur de rien, il a peur de personne, il n'a même pas peur du roi, auquel il va envoyer quand même quelques pavés à certains moments qui vont lui valoir des déboires. D'abord, un séjour à la Bastille, pour avoir cassé son épée sur son genou, l'avoir envoyé au pied du roi en disant « Cette épée ne servira plus, Sa Majesté, puisque Sa Majesté n'a pas de parole. » Ah oui, il a une insolence exceptionnelle. Insolence, mais totale, invraisemblable, invraisemblable. Et le roi lui pardonne tout. Il lui pardonne tout jusqu'au jour. Il se méfie, il va se cacher sous le lit. Il va se cacher sous le lit, là, qu'est-ce qu'il entend, la Montespan qui le débine complètement. Elle le démolit auprès de Louis XIV. Alors, il la rejoint dans les jardins, comme par hasard, et il lui dit « Madame, vous avez dit du bien de moi à Sa Majesté ?» « Ah oui, j'ai dit du bien. » Et là, il commence à lui sortir toutes les phrases qu'elle a dites. Alors, elle est stupéfaite. Elle ne comprend pas ce qui arrive. Elle ne peut pas comprendre qu'il était sous le lit. Et donc, il conclut son long monologue en lui disant Madame, vous voulez que je vous dise vraiment, vous n'êtes qu'une pute bonne pour les chiens. Alors là, la Montespan a ses vapeurs. Ah là là, personne ne lui a parlé comme ça. Alors, elle va cafeter auprès de Louis XIV. Et à ce moment-là, Louis XIV, pour lui, c'est la goutte qui fait déborder le vase. Il l'envoie à Pignerol. À Pignerol, alors, les aventures de Lauzun à Pignerol, c'est absolument invraisemblable. Il rejoint là Fouquet, le surintendant des finances. Il va faire connaissance avec le masque de fer, avec le comte Machioli. Il va s'évader. Il va être pris à la sortie. Il va faire, mais alors, toutes les choses les plus inimaginables. Ça, c'est Lauzun. J'ai découvert dans le livre aussi on parlait de Fouquet, que Louis XIV a été un très machiavélique personnage aussi vis-à-vis de Fouquet. La façon dont Louis XIV mène cette affaire de l'arrestation de Fouquet, car au moment où il le fait arrêter, Fouquet est plus puissant que le roi. Il est beaucoup plus puissant que le roi. Tous les aristocrates dépendent de lui, financièrement, s'entend. Il a une puissance extravagante, incroyable. Et là, Louis XIV va mettre sur pied un plan absolument machiavélique, et sans qu'il y ait une seule fausse note à ce plan. Et on dit plein de choses, la fameuse réception de Vaux-le-Vicomte, tout ça. Quand on fouille vraiment, on s'aperçoit que la raison fondamentale, elle n'est pas là, car l'idée d'arrêter Fouquet est dans la tête de Louis XIV bien fixée avant la fameuse soirée de Vaux-le-Vicomte. Non, c'est la personne qui lui empêche d'être le roi, d'être la première puissance du royaume. Tant Fouquet est là, il ne sera que le second derrière Fouquet, en puissance réelle. Bon, donc, sa prise de pouvoir passe par l'élimination de Fouquet, qui sera remarquablement menée, qui a failli rater d'ailleurs, qui a failli rater peu de choses, mais qui finalement est une grande réussite stratégique et tactique. Alors, il y a ce qui est surprenant et qui est étonnant aussi, qui est drôle d'ailleurs, ce sont donc pendant sa tentative d'évasion, pendant son plan d'évasion de Lauzun, ces discussions et cette rencontre avec Fouquet, par la cheminée. Par la cheminée, le fameux conduit de cheminée, là. Parce que c'est après son évasion. Il est remis dans sa cellule, mais là, il ne tient pas en place, donc il refait un passage par la cheminée, il débouche dans l'appartement de Fouquet qui est juste au-dessus. Bon. Et à ce moment-là, mais Fouquet le prend pour un affabulateur, ne croit pas à ces histoires. Comment? Lui, il lui dit, j'étais, pas l'amant, mais j'étais le futur époux de la grande demoiselle, mademoiselle de Montpensier. Fouquet dit, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? J'étais le favori du roi. Qu'est-ce qu'il raconte? J'étais le commandant de la compagnie des Becs de Corbin. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais il y avait quand même des détails qui surprenait Fouquet, parce que Fouquet les connaissait, ceux-là. Alors, il a toujours été un peu sur la réserve avec Lauzun. Il ne savait pas si c'était du lard ou du cochon, finalement. Et puis, Fouquet ne va pas supporter que Lauzun, lorsqu'il reçoit sa famille, Fouquet, sur la fin de sa vie, sa femme et son fils, pendant que sa femme et son fils discutent d'affaires de famille, la fille, elle, va dans la chambre de Lauzun. Parce qu'il ne faut pas oublier que Lauzun, non seulement c'est un type sur les champs de bataille extraordinaire, mais alors dans les alcôves, c'est encore bien mieux que ça. Presque toute la cour y est passée. Ce qui est surprenant aussi, c'est que donc il est embastillé, il est à Pignerol, il tombe en disgrâce, mais il va remonter la pente. Il va remonter. Alors, pour montrer le culot de l'individu,
après 10 ans de forteresse, après des années pour pouvoir se rapprocher du roi dont il est interdit d'approche à moins de 3 lieues. Il va tout doucement grignoter, grignoter, grignoter. Et puis, la première chose, quand le roi va l'autoriser, non pas le voir, il refuse de le voir, mais parler avec lui par personne interposée, faire passer des messages, Lauzun, le message qu'il fait passer, ma solde, moi, 10 ans enfermé, mais on me doit ma solde de 10 ans avec les intérêts, etc. Voilà la somme, la facture que doit payer le roi. Louvois, qui est l'ennemi de Lauzun, veut faire l'impasse là-dessus, mais c'est Louis XIV qui va l'obliger à payer. À payer. Non, 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 il a le droit à sa solde. Mais on lui a retiré sa charte. Oh, il a le droit à sa solde. Il a le droit à sa solde. Et il a été comme ça. Et puis le grand coup qu'il va faire, Louvois, pour s'en débarrasser, profite que le roi d'Angleterre, Jacques II, demande de l'aide au roi de France, qui est incapable de la lui donner, car toutes les troupes sont envoyées dans le nord de la France pour les guerres qui s'y passent. Louvois a cette idée géniale de faire envoyer un commando suicide, qui sait qu'il ne réussira pas, pour extrader la reine qui est en danger, son fils, et ramener tout le monde en France. Et il suggère à Louis XIV, qui dit oui, c'est une bonne idée d'essayer de les faire venir, hein, ça évite de déplacer des troupes, etc. Mais bon, là, les chances sont... Mais qui commanderait ça? Ah, le Louvois dit, mais Lauzun. Ah, dit le roi, c'est une bonne idée. Et tout le monde est content de l'envoyer très loin, sur une mission suicide dont il ne reviendra pas. Oui, ben, Lauzun, il revient avec la reine d'Angleterre et son fils à Versailles. Et c'est là que Louis XIV est complètement scié et que Louis XIV le refera venir à la cour et le nommera duc de Lauzun. Alors, il y a un portrait à la fin de Saint-Simon de Lauzun qui est dans le livre, où on découvre le personnage à la fois physiquement, mais aussi ce qu'il était décrit par Saint-Simon. Il y a quelque chose que, effectivement, entre Saint-Simon et Lauzun, je pense qu'il y avait une certaine fascination entre les deux aussi. Mais ils ont épousé les deux sœurs. Oui. Parce que Lauzun, qui veut retrouver un rôle dans l'armée, ça ne lui suffit pas d'être à la cour, il veut retrouver un rôle dans l'armée, et bien se dit qu'en épousant la fille d'un maréchal de France, il se rapproche et qu'il pourrait prendre la succession du maréchal de France. Mais oui, sauf que le maréchal de France, en question, il démissionne à peine le mariage. Alors, le mariage, il n'est pas facile parce que la petite fille à marier, étant donné que Saint-Simon a pris l'aînée, il ne reste plus que la cadette, mais la cadette, elle a 14 ans et demi. Ah, c'est un peu juste, hein, il a 62 ans. Mais il plaide tellement bien sa cause, notamment en disant « mais moi je l'épouse sans dot, sans rien. Au contraire, c'est moi qui vais la doter. » Alors là, la famille est complètement étonnée, etc. Et puis, on propose à la fille fromage ou dessert en disant oh, ben, c'est Lauzun ou Philippot, le fils du ministre. Philippot, il a un œil à moitié fermé, une cicatrice, il a des pustules partout, il est affreux. Et puis, la famille dit, mais attends, tu vas épouser quelqu'un qui a 62 ans, tu seras une duchesse veuve très tôt. Sauf que Lauzun va mourir qu'à 91 ans. Oui. Et quelle mort, même la mort est extraordinaire. Et la mort est extraordinaire. Enfin, la fausse mort. La fausse mort, oui, la fausse mort. La mort est extraordinaire. Oui. Quand il gémit avec tout le monde dans le coin de la fenêtre, de la porte, qui regarde ce qui se passe. Il voit ça, il y voit tous, les têtes, dans la glace qui est en face de son lit. Et là, tout de suite, le côté facétieux de Lauzun ressort, et il se met à délirer faussement, et en disant qu'il va donner ça aux sœurs machin, aux malheureux, etc. Toute la fortune. Alors, quand ils entendent ça, la famille est folle, ils veulent qu'une chose, c'est qu'ils vivent pour changer ce testament, c'est pas possible, il ne peut pas en rester là. Donc, on est aux petits soins avec lui, et lui, il prend un plaisir d'avoir un petit peu manipulé toute cette famille, incroyable, incroyable. Michel Ruffin, Lauzun, donc Histoire véritable du favori qui fascina puis défia Louis XIV, c'est aux éditions LBS. Merci beaucoup pour nous avoir fait partager la vie de ce personnage et que l'on retrouve bien évidemment dans ce roman. L'homme ne s'assagit pas pour autant. Écoutez, laissons-le ne pas s'assagir, surtout pour l'éternité. Merci à vous. Merci beaucoup.